La serveuse à l'accent étrange servait du champagne tandis que les clients riaient de ses paroles, mais le roi vampire, lui, ne riait pas. Il se leva et un silence se propagea en ondes. Tout le monde pensait qu'elle n'était qu'une étrangère maladroite, mais il reconnut la langue mort que ses ennemis avaient tenté d'effacer. Et la protéger signifiait déclarer la guerre aux personnes mêmes qui finançaient la soirée de ce soir. Le silence se propagea en ondes depuis l'endroit où se tenait Lucien Draven, sa présence imposant au gala méridien de se figer en un tableau de richesse et de pouvoir soudainement arrêté par quelque chose d'ancien et de dangereux. Ses yeux ne quittèrent jamais Clara Voss, dont les mains tremblaient alors qu'elle agrippait le plateau de champagne, ses jointures blanchies contre la surface argentée. Elle pouvait sentir chaque regard dans la pièce la transpercer, pouvait entendre les rires chuchotés mourir dans un silence incertain, alors que ce grand homme en costume noir impeccable se déplaçait dans la foule avec l'économie de mouvement d'un prédateur. L'esprit de Clara se projeta en arrière contre sa volonté, des images fragmentaires vacillant comme la flamme d'une bougie dans l'obscurité. Les mains burinées de sa grand-mère guidant les siennes sur des lettres étranges dans un carnet interdit, la voix basse et urgente de la vieille femme lui enseignant les mots qui ne devaient jamais être prononcés en dehors de leur petite chaumière, l'odeur âcre de la fumée et les cris lorsque le village brûla et que Clara s'enfuit avec pour seule compagnie le dernier avertissement de sa grand-mère résonnant à ses oreilles. Elle se força à revenir au présent, à la salle de bal scintillante où les lustres de cristal projetaient une lumière prismatique sur des visages qui affichaient maintenant des expressions allant de la confusion au mépris à peine dissimulé. Marcus Thorne s'avança depuis sa position près de l'estrade de l'orchestre, son costume parfaitement taillé captant la lumière, alors qu'il souriait avec un charme étudié qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux pâles. Que quelqu'un apprenne à la domesticité à parler un anglais correct, dit-il, sa voix portant la cruauté désinvolte d'un homme habitué à être diverti par le malheur des autres. Sa femme, dégoulinante de diamants qui coûtait probablement plus que ce que Clara gagnerait en 5 ans, rit d'un son semblable à du verre brisé. Et les sycophantes qui les entouraient se joignirent à elle avec le désespoir empressé de ceux qui cherchent l'approbation du pouvoir. Clara sentit la chaleur lui inonder le visage, la honte et la colère se livrant bataille dans sa poitrine, alors qu'elle essayait de formuler des excuses avec des mots qui ne la trahiraient pas à nouveau, mais Lucien Draven s'était arrêté à 3 pas de là, et elle pouvait sentir la température chuter, comme si l'hiver en personne était entré dans la pièce. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible. Une micro-expression de fureur si contrôlée qu'elle était plus terrifiante que n'aurait pu l'être n'importe quel éclat. La langue mort, le Morvatian. 3 siècles qu'elle n'avait pas été parlée à voix haute dans les espaces publics, 3 siècles que les cours de la purge avaient systématiquement détruit tous les locuteurs qu'elle pouvait trouver, brûlant les bibliothèques et exécutant les érudits dans leur mission zélée d'effacer ce qu'elle craignait. Lucien avait vu cela se produire, était resté sans rien faire pendant que la langue de son enfance, de l'histoire, de la magie et de l'identité de son peuple était réduite en cendres et au silence. À son épaule, Sienna se matérialisa avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui le servait depuis des décennies. « Monseigneur » murmura-t-elle, sa voix destinée à ses seules oreilles. « Les accords. Si vous intervenez publiquement, il y aura des complications avec le Conseil, des contestations de votre autorité, des ramifications politiques qui pourraient déstabiliser tout ce que vous avez bâti. » Il la coupa d'un seul mot. « J'ai entendu ce que j'ai entendu. » La finalité dans son ton fit reculer Sienna, bien que son expression restât soigneusement neutre. Lucien s'avança,
comblant la distance qui le séparait de Clara en 3 foulées fluides qui la firent instinctivement reculer jusqu'à ce que son dos soit pressé contre la table du buffet. « Quel est votre nom » demanda-t-il, et sa voix était étonnamment douce, en contraste frappant avec la tension contenue dans sa posture. Clara ouvrit la bouche pour répondre en anglais. Pour donner la réponse sûre qui mettrait fin à cette terrible attention, mais sa langue la trahit, et les vieux mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Ketvara » dit-elle, et les syllabes résonnèrent claires et justes dans le silence soudain. « Je ne suis personne. » La phrase que sa grand-mère lui avait apprise comme réponse appropriée aux questions d'étrangers, les mots qui marquaient le locuteur comme un suppliant, traversèrent la salle de bal comme une cloche sonnant dans une cathédrale vide. Marcus Thorne se raidit. Son corps se figea dans une immobilité absolue pendant 3 battements de cœur, et quand ses yeux se focalisèrent sur Clara, ils brillèrent d'un éclat argenté, réfléchissant et inhumain à la lumière des lustres, avant qu'ils ne reprennent le contrôle et que la couleur ne redevienne un bleu ordinaire. Il reconnaissait la langue. Bien sûr qu'il la reconnaissait. Sa famille avait passé des générations à traquer ses locuteurs jusqu'à l'extinction, et ce genre d'obsession laissait des marques plus profondes que la mémoire. Les lustres de cristal au-dessus se mirent à bourdonner, une fréquence juste à la limite de l'audible qui fit vibrer en sympathie le champagne dans les flûtes de Clara. Les caméras de sécurité, discrètement montées dans les coins, pivotèrent sur leurs supports, se dirigeant vers la confrontation comme guidées par des mains invisibles. Le pouls de Clara martelait visiblement dans le creux de sa gorge, sa respiration devenant courte et rapide, alors que Lucien se positionnait entre elle et Thorne avec une intention délibérée. « Cette femme a parlé la langue du Covenant, » dit Lucien. Et maintenant sa voix portait jusqu'au moindre recoin de la pièce, formelle et sans inflexion, à la manière des proclamations légales. En vertu de la clause Dixet des accords nocturnes, toute insulte à un locuteur du Covenant en présence d'un seigneur signataire constitue un motif de réparation selon la loi du sang. Le silence se brisa, alors que des dizaines de conversations éclatèrent simultanément, les invités se tournant les uns vers les autres avec des expressions allant de la perplexité à une alarme naissante, essayant de déchiffrer ce qui se passait. « Un défi de sang », interrompit Marcus, son sourire aussi tranchant qu'une lame de rasoir. « Je suis au courant. » Il fit un geste paresseux en direction de Clara sans la regarder directement. « Je ne savais pas que nous honorions d'anciens traités ce soir, Draven. Je pensais que c'était un gala de charité, pas une production théâtrale. » Clara remarqua alors ce que son esprit conscient avait tenté de nier. Le reflet de Marcus dans le verre de vin sur la table voisine était là mais incorrect, vacillant et translucide, comme s'il se tenait derrière de la gaze. Pas tout à fait solide, pas tout à fait réel. Les histoires de sa grand-mère sur les créatures de la nuit, sur les êtres qui projetaient des ombres différentes de celles des humains vivants, ressurgirent sans y être invitées dans sa mémoire, et elle sentit la glace se cristalliser dans son estomac. Sienna s'avança, s'adressant aux clients confus avec le ton patient d'un professeur donnant un cours à des étudiants lents. Les accords nocturnes ont été ratifiés en 1847 comme un traité entre les gouvernements humains et les entités surnaturelles, cherchant une reconnaissance et une protection légale. Parmi les dispositions se trouvait un langage spécifique protégeant les langues surnaturelles en voie de disparition et leurs locuteurs de la persécution ou de la moquerie. Le protocole de défi exige que le seigneur Draven demande soit des excuses formelles plus un wergild, une compensation monétaire pour l'insulte, soit qu'il accepte les termes d'un duel dans les 3 nuits. La réponse traditionnelle à une violation de traité. Clara recula des 2 hommes, l'esprit en ébullition. « Je ne comprends pas ce qui se passe, » dit-elle, sa voix sortant petite et effrayée. Lucien lui attrapa le poignet, sa prise douce mais inébranlable, sa peau fraîche contre la sienne. « Vous comprendrez, » dit-il doucement. « Mais d'abord, dites-moi qui vous a appris ces mots. »
Où avez-vous appris à parler l'ancienne langue avec une telle fluidité, un accent si parfait qui vous marque comme quelqu'un qui a été élevé dedans plutôt que quelqu'un qui a étudié dans des livres? Avant que Clara ne puisse répondre, Marcus jeta son verre de champagne. Il se brisa contre le sol en marbre, dans une explosion d'éclats de cristal et de liquide doré, le son choquant par sa violence. Cette fille est une imposture, déclara-t-il, projetant sa voix vers la foule qui regardait. Elle a probablement appris quelques phrases dans un livre, une curiosité historique sur laquelle elle est tombée. Cela n'invoque pas les accords, car il n'y a pas de véritable locuteur ici. Juste une charlatane qui essaie de se rendre intéressante. Lucien relâcha le poignet de Clara et se tourna pour faire face à Marcus entièrement, et quand il parla, l'air lui-même sembla vibrer de puissance. Les mots qui sortirent de sa bouche étaient en morvatian, un dialecte plus ancien que celui que Clara avait jamais entendu, des syllabes qui résonnaient comme des cloches et avaient le goût du fer et de la lumière des étoiles. Elle ne comprit pas tout, mais saisit des fragments. Lignée ancienne, devoir sacré, défi accepté. Trois autres invités dispersés dans la salle de bal, des gens à qui Clara avait servi des boissons sans un second regard, se redressèrent soudainement et se tournèrent vers Lucien en parfaite synchronisation. Leurs têtes s'inclinèrent dans une déférence instinctive. Des vampires reconnaissant leur aîné et supérieurs par l'invocation de leur langue maternelle presque éteinte. La façade soigneusement entretenue de Marcus se fissura. Son équipe de sécurité, 4 hommes en costume sombre, qui avaient été positionnés stratégiquement autour du périmètre, commença à avancer à travers la foule. Clara réalisa avec une horreur croissante que les 2 hommes étaient prêts à se battre pour elle, ici et maintenant, au milieu d'un gala de charité entouré d'humains qui n'avaient aucune idée qu'ils se trouvaient sur un baril de poudre. Lucien fit un geste que Clara ne saisit pas, trop rapide à suivre, et soudain Sienna la tenait par le bras et la guidait vers une sortie latérale avec une ferme insistance. La scène changea brusquement alors qu'elle passait de la chaleur dorée de la salle de bal à l'éclairage fluorescent froid et bleu du parking, la différence de température faisant halter Clara. Le béton et les gaz d'échappement remplacèrent le champagne et le parfum, la dure réalité après l'illusion scintillante. Ma voiture, dit Lucien derrière elle, et son ton n'admettait aucune discussion. Maintenant. Clara planta ses pieds, arrachant son bras de la prise de Sienna. Je n'irai nulle part avec vous, dit-elle, la peur se muant en colère. Je ne sais même pas ce que vous êtes, ce que tout cela signifie. Vous ne pouvez pas simplement m'enlever parce que je parle une langue qui a apparemment une signification dans votre monde de folie. Elle s'arrêta. Se repassa dans son esprit la façon dont Lucien s'était déplacé à travers la foule, trop vite, les espaces entre ses pas ne correspondant pas tout à fait à la distance qu'il parcourait. La façon dont il se tenait absolument immobile en écoutant, sans agitation, ni respiration, ni les minuscules mouvements inconscients qui marquaient les humains vivants. Trop rapide, trop immobile entre 2 mouvements. Une berline noire s'arrêta avec Grégor au volant, un homme plus âgé dont l'expression suggérait qu'il avait tout vu et n'avait été surpris par rien. Il ouvrit la portière arrière sans commentaire. Lucien croisa le regard de Clara et dit doucement, en anglais, « Je suis ce contre quoi votre grand-mère vous a mis en garde. Les monstres dans ces histoires du soir, les raisons pour lesquelles elle vous a appris à cacher votre don. Mais je ne suis pas ce qui vous traque ce soir. » La distinction importait. La main de Clara plana au-dessus de la poignée de la portière, son corps tout entier tendu pour la fuite, puis elle jeta un coup d'œil en arrière vers l'entrée du garage. Marcus Thorne émergea, flanqué de 2 hommes en costume noir, son regard balayant l'étendue de béton avec une concentration prédatrice. Sa décision se cristallisa. Elle monta dans la voiture. Sienna se glissa à côté d'elle tandis que Lucien prenait le siège passager avant,
et Grégor s'engagea dans la circulation avec l'accélération douce d'une longue pratique. L'intérieur en cuir sentait le vieil argent et la magie plus ancienne, quelque chose qui fit picoter la peau de Clara de conscience. Le Morvatian était la langue dirigeante des cours de la nuit avant la purge, expliqua Sienna alors qu'il s'engageait sur l'autoroute. Sa voix était mesurée, factuelle, le ton de quelqu'un qui annonce de mauvaises nouvelles avec un détachement professionnel. 15 familles ont essayé de l'éradiquer il y a 3 siècles, brûlant tous les textes qu'elles pouvaient trouver et exécutant quiconque la parlait. 14 ont réussi sur leur territoire. L'arrière-grand-père de Marcus Thorne a mené le massacre dans les provinces de l'Est, a personnellement supervisé la mort de milliers de personnes. Il a poursuivi la tradition familiale, traquant toute rumeur de locuteurs survivants avec le dévouement d'un homme qui croit protéger le monde d'un danger. Clara sentit sa réalité se fracturer. Alors, parler les histoires du soir de ma grand-mère vient de déclencher une guerre, dit-elle, et l'hystérie s'insinua dans sa voix malgré ses efforts pour la contrôler. Non, dit Lucien sans se retourner. La guerre n'a jamais pris fin. Vous venez simplement de révéler de quel côté vous êtes, que vous ayez su qu'il y avait des côtés ou non. Le téléphone de Sienna sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son expression devint soigneusement vide. Numéro inconnu, elle le montra à Lucien. Le message disait « La lignée de la fille est confirmée. Retirez votre revendication ou les accords brûleront. Nous ne permettrons pas à l'ancienne langue de renaître. C'est votre seul avertissement. » Clara regardait les lumières de la ville défiler derrière les vitres teintées, son esprit essayant de tout traiter et échouant. « Que se passe-t-il dans 3 nuits » demanda-t-elle. Car cela semblait être la question la plus immédiate dans une situation pleine de questions terribles. Lucien croisa ses yeux dans le rétroviseur et son regard portait le poids des siècles. Soit Marcus s'excuse et paie le prix du sang pour l'insulte envers vous et envers la langue elle-même, dit-il, soit nous nous rencontrons au sanctum et l'un de nous n'en repart pas. La finalité de ces mots s'abattit sur la voiture comme de la neige, froide et inévitable, et Clara comprit que sa vie de serveuse, essayant de joindre les 2 bouts dans une ville qui la remarquait à peine, avait pris fin au moment où elle avait prononcé les mots de sa grand-mère à voix haute. Les grilles en fer forgé s'ouvrirent dans un murmure de vieilles charnières, tandis que Grégor guidait la berline sur l'allée sinueuse menant au domaine privé de Lucien. Clara pressa son visage contre la vitre et regarda des protections invisibles miroiter dans l'air comme des vagues de chaleur, la magie protectrice vibrant à une fréquence qui lui faisait mal aux dents. Le manoir s'élevait sur des terres manucurées, tout en pierre gothique et en angles sévères, les fenêtres sombres à l'exception de quelques lumières éparses qui suggéraient une occupation sans chaleur. Ils entrèrent par une porte latérale qui menait directement à un bureau privé, et Clara se retrouva entourée d'étagères du sol au plafond, remplies de livres dont les reliures en cuir craquaient de vieillesse. L'air sentait le vieux papier et autre chose, quelque chose de métallique et de piquant qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. Sienna désigna un fauteuil à haut dossier placé en face d'un bureau imposant. « Asseyez-vous » dit-elle, sans méchanceté. « Je vais apporter de l'eau. » Lorsque le verre arriva, Clara l'accepta, mais ne but pas, le posant soigneusement sur la table d'appoint à portée de main. Elle avait lu suffisamment de contes de fées pour savoir qu'il ne fallait rien consommer de ce qui était offert dans la maison d'un monstre, même de l'eau qui semblait claire et inoffensive. Lucien le remarqua, et le coin de sa bouche tressaillit dans ce qui aurait pu être de l'approbation. « Fille intelligente, » dit-il en s'installant dans le fauteuil en face du sien. « Votre grand-mère vous a bien éduquée. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, et ses yeux se fixèrent sur elle avec une intensité qui lui donnait envie de détourner le regard, mais qui, d'une manière ou d'une autre, l'en empêchait. « J'ai besoin de tout savoir, Clara. Qui était votre grand-mère? D'où venait-elle? Comment a-t-elle appris le Morvatian assez bien pour vous l'enseigner comme une locutrice native? »
La gorge de Clara était sèche malgré l'eau intacte. Sa grand-mère était Ilsa Cadros, commença-t-elle, et le nom semblait étrange dans sa bouche après tant d'années à essayer d'oublier. Elle était une réfugiée, venue dans notre village quand j'étais très petite. Elle n'a jamais expliqué de quoi, n'a jamais parlé de son passé sauf par bribes, des fragments qui ne formaient pas une histoire cohérente. Elle m'a appris la langue en secret, toujours à la lueur des bougies après la tombée de la nuit, toujours avec des avertissements de ne jamais la parler là où d'autres pourraient l'entendre. Elle disait que c'était pour garder les ancêtres en vie, pour honorer les morts en préservant leurs mots. Quand j'avais 12 ans, des chasseurs sont venus. Ils ont brûlé le village, tué quiconque essayait de les arrêter. La voix de Clara se brisa. Je pensais que c'étaient des extrémistes humains, des fanatiques religieux ciblant les réfugiés. Grand-mère est morte dans l'incendie. J'ai couru. Lucien se leva et se dirigea vers l'une des bibliothèques, passant ses doigts le long des dos jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Il sortit un registre en cuir si vieux que la reliure était devenue lisse, le ramena au bureau et l'ouvrit avec un soin respectueux. Les pages à l'intérieur étaient en parchemin jauni, couvertes d'une écriture méticuleuse, de noms, de dates et de notations en plusieurs langues. Il se tourna vers une entrée spécifique et fit pivoter le livre pour que Clara puisse lire. Là, à l'encre passée datée de 1847, elle vit le nom de sa grand-mère. Ilsa Cadros, témoin de la purge, ayant juré le silence sous peine d'extinction. Grâce accordée à condition d'un abandon complet de la langue mort et de la cessation de tout enseignement de celle-ci. Signé et scellé par le Conseil des signataires. Les mains de Clara se mirent à trembler. Elle a rompu son vœu, murmura-t-elle. Pour moi. Elle a violé le traité qui la maintenait en vie parce qu'elle ne pouvait supporter de laisser la langue mourir complètement. Elle m'a choisi plutôt que sa propre sécurité. Lucienne referma doucement le registre. Les accords accordèrent la clémence aux survivants de la purge qui renonçaient à la langue, expliqua-t-il. C'était le compromis qui a mis fin à la phase la plus sanglante du génocide. Vivez, mais laissez votre culture mourir avec vous. La plupart ont accepté parce que l'alternative était l'exécution. Mais si la famille de Thorne apprend qu'Ilsa avait un héritier vivant qui parle couramment le Morvatian, qui porte la langue vers une nouvelle génération, alors les implications deviennent dangereuses. Ils prétendront que mon existence viole le traité, termina Clara, la logique s'emboîtant avec une clarté horrible. Et ils me tueront pour combler la faille, pour empêcher tout argument selon lequel les accords ont été mal appliqués. Je ne suis pas seulement une personne pour eux, je suis la preuve d'une violation de traité qui pourrait saper tout ce qu'ils ont construit. Sienna entra sans frapper, son téléphone à la main et son expression sombre. Nous avons un problème, annonça-t-elle. Le conseil des signataires se réunit demain soir en session d'urgence. Thorne a déposé une contre-requête il y a 1 heure. Il soutient que vous avez violé les accords en permettant à une locutrice interdite d'exister sur votre territoire, que votre manquement à signaler et à neutraliser la violation vous rend complice de la rupture du traité. Il exige votre censure et la remise immédiate de Clara à la garde du Conseil en attendant l'enquête. L'ironie frappa Clara comme un coup physique. La loi censée la protéger était devenue le mécanisme pour piéger Lucien, pour le punir de l'avoir défendu. La fenêtre explosa vers l'intérieur dans une pluie de verre et de bois éclatés. Le cri de Clara resta coincé dans sa gorge alors qu'un carreau d'arbalète se ficha dans le mur à 1 pouce de sa tête, la pointe en fer vibrant encore de l'impact. Lucien se déplaça plus vite que la pensée, un flou de mouvement qui positionna son corps entre Clara et la fenêtre brisée avant que son esprit ne puisse traiter ce qui se passait. Grégor et 2 gardes qu'elle ne savait pas présents se précipitèrent vers le périmètre, des armes apparaissant dans leurs mains avec une efficacité exercée.
L'odeur la frappa ensuite, âcre et herbacée, de la sauge brûlée mêlée à quelque chose de plus sombre. Des protections de chasseurs, conçues pour affaiblir les défenses surnaturelles et marquer les cibles. Le verre craqua sous des bottes. Le cœur de Clara battait la chamade dans ses oreilles comme un tambour. Lucien retira le carreau du mur d'un mouvement fluide, l'examina, renifla la pointe. Aconie et argent consacré, dit-il, sa voix plate et froide. Thorne n'attend pas 3 nuits. Il commence la guerre maintenant. La voix de Grégor crépita sur un système de communication que Clara ne pouvait pas voir. 3 tireurs, monseigneur. Bois de l'Est. Ils se déplacent vite. Sienna tira une lame de l'intérieur de son manteau, un vieil acier gravé de runes qui semblait boire la lumière. Sa transformation d'assistante efficace en guerrière mortelle prit quelques secondes. Lucien se tourna vers Clara. « Au sous-sol, ordonna-t-il. Maintenant. » Quelque chose en Clara se brisa. Elle avait passé sa vie entière à fuir, à se cacher, à laisser les autres mourir pendant qu'elle survivait. Sa grand-mère avait rompu un vœu sacré pour lui donner le don de la langue, avait brûlé pour garder Clara en sécurité, et elle en avait fini de rembourser ce sacrifice par la lâcheté. Elle attrapa le tisonnier en fer près de la cheminée, en soupesa le poids, sentit le métal froid s'installer dans sa prise comme s'il lui appartenait. « Je ne vais pas me cacher pendant que des gens meurent pour moi, » dit-elle, et sa voix sortit ferme malgré la terreur qui vibrait dans ses veines. Lucien marqua une pause, la regarda vraiment, et quelque chose dans son expression changea. Presque un sourire, bien que la situation ne s'y prêtât guère. « Votre grand-mère vous a appris plus que des mots, » dit-il. « Alors restez derrière moi, et ne faites rien de stupide. » Les gardes revinrent entraînant entre eux une silhouette en tenue tactique noire. Un tireur capturé, les autres se sont échappés dans les bois. Le chasseur capturé se débattait et luttait malgré sa situation de faiblesse, grognant des jurons en anglais jusqu'à ce qu'un des gardes le force à s'agenouiller. Lucien s'approcha, s'accroupit à hauteur des yeux. « Qui vous a envoyé? » Le chasseur lui cracha au visage. Puis, dans un morvatien cassé, l'accent atroce mais le sens clair, il siffla. « Quetzalmort. La lignée prend fin. » L'interrogatoire dura moins d'1 minute avant que le chasseur ne morde avec force sur quelque chose de caché dans ses molaires. Le cyanure agit rapidement, mousse, convulsion, puis immobilité. Mort en quelques secondes, emportant ces informations avec lui. Clara s'aperçut dans le miroir du couloir alors qu'il déplaçait le corps. Tenant toujours le tisonnier, les jointures blanches, le visage pâle mais déterminé. Elle ressemblait à sa grand-mère, les mêmes pommettes saillantes, la même détermination dans la mâchoire, le même refus de plier qui avait permis à Ilsa d'entrer dans le feu plutôt que de trahir ce en quoi elle croyait. La prise de conscience s'installa sur Clara comme un poids. Elle avait fui cela toute sa vie, cet héritage, cette responsabilité et ce danger qui accompagnaient le fait d'être l'héritière d'Ilsa Cadros. Mais la fuite ne l'avait pas gardée en sécurité. Elle n'avait fait que retarder l'inévitable. Lucien supervisa l'incinération du corps du chasseur dans la fournaise du domaine, protocole pour traiter ceux qui mouraient dans des conflits surnaturels. Lorsqu'il en sortit, maculé de cendres et las, il trouva Clara toujours dans le bureau. « Le conseil se réunit dans 16 heures, » lui dit-il. « Si je ne peux pas prouver votre droit d'exister en vertu des accords, Thorne gagne par défaut. La loi favorise ceux qui agissent en premier et il s'est positionné comme le défenseur de la sainteté du traité. Nous avons besoin de preuves, de documents, de quelque chose qui établit que vous étiez protégé avant ce soir. » La recherche commença dans les archives privées de Lucien.
Une chambre forte sous le domaine accessible uniquement par une porte cachée dans le sol du bureau. Des marches en pierre menaient dans une obscurité climatisée, illuminées par des lumières à détecteur de mouvement qui s'allumaient à leur descente. Les murs étaient tapissés de classeurs et d'étagères contenant des parchemins, des documents reliés, des contrats scellés par le sang dans une douzaine de langues. L'histoire juridique accumulée de 3 siècles. Clara lisait des entrées à la lueur des bougies, ses yeux se fatiguant sur une écriture serrée et des formulations archaïques. Lucien faisait des recoupements de dates dans d'énormes registres, suivant les lignées et les signatures de traités. Sienna cataloguait les dépositions de témoins, construisant des chronologies qui pourraient révéler des lacunes ou des incohérences qu'il pourrait exploiter. Les heures s'estompèrent. Le café arriva et refroidit. L'horloge tournait inexorablement vers l'aube, chaque minute les rapprochant de la réunion du conseil et les éloignant de l'espoir. Puis Clara le trouva, niché dans un dossier marqué Registres domestiques divers. Un certificat de mariage daté de 1979, calligraphie ornée sur papier épais. Ilsa Cadros, mariée à Thomas Voss, lors d'une cérémonie en présence de la famille et des amis. Clara fixa le nom qu'elle n'avait jamais entendu. Thomas Voss. Son grand-père, un homme que sa grand-mère n'avait jamais mentionné, dont l'existence avait été si complètement effacée que Clara n'avait pas supposé la question. Lucien examina le certificat avec une excitation croissante. Thomas Voss était un vampire mineur, expliqua-t-il. Petite noblesse, pas particulièrement puissant ou politiquement connecté, mais noblesse néanmoins en vertu des accords. S'il a épousé une locutrice du Covenant, ce mariage aurait accordé à Ilsa et à ses descendants une protection permanente en vertu des clauses de privilège conjugal. C'est ça. Cela prouve votre droit d'exister. L'espoir de Clara s'embrasa et mourut dans le même souffle. Le certificat n'est pas signé par un témoin du Conseil, dit-elle, montrant la ligne blanche en bas où la validation officielle devrait apparaître. Invalide sans cette signature. Ce n'est qu'un morceau de papier. Lucien balaya une pile de documents du bureau dans une rare démonstration d'émotion, les papiers s'éparpillant sur le sol en pierre. La famille de Thorne s'est assurée que chaque faille soit comblée, dit-il, la frustration rendant sa voix rauque. Ils ont tué Thomas Voss et ont enterré le mariage si profondément que même les archives officielles ne montrent rien. Sans la validation du Conseil, ce certificat ne signifie rien légalement. Clara le regarda, vit le poids des siècles peser sur des épaules qui avaient déjà porté trop de pertes. « Et si je partais, tout simplement ?» demanda-t-elle doucement. « Disparaître. Vous dites au Conseil que je suis morte dans l'attaque de ce soir, que les chasseurs ont réussi. Vous êtes libéré de toute obligation de me protéger. Thorne obtient sa victoire, et je m'évanouis dans un endroit reculé où personne ne m'entendra plus jamais parler le Morvatian. » Lucien s'arrêta, se retourna, la regarda avec des yeux qui avaient vu des empires naître et mourir. « J'ai passé 3 siècles à regarder la culture de mon peuple s'effacer, dit-il, morceau par morceau, mot par mot, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Vous êtes la dernière locutrice native vivante du Morvatian, Clara, la dernière personne sur cette terre qui a appris la langue enfant, qui la parle comme ma femme la parlait, comme mes enfants l'auraient parlé s'ils avaient vécu. Je me fiche de ce que disent les accords. Je ne vous laisserai pas devenir une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un sur un génocide culturel réussi. » Le changement émotionnel était palpable. Clara vit au-delà du roi vampire, au-delà du puissant seigneur avec son domaine et ses ressources, l'homme qui avait tout perdu 2 fois et refusait de le perdre une 3e fois. La voix de Sienna brisa l'instant. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, brandissant un mince volume relié en cuir rouge. Une référence à un rite du témoignage,
une disposition d'urgence dans les accords originaux. Si un membre du Conseil affirme publiquement un lien ou une protection devant l'Assemblée plénière, cela valide rétroactivement cette protection même sans documentation préalable. C'est destiné aux situations où les archives ont été détruites ou perdues, où le témoignage oral est tout ce qui reste. Mais il y a un coût. Le témoin met en jeu sa propre position sur la vérité de sa déclaration. Si la déclaration est prouvée fausse, il est exilé du Conseil. Si elle est contestée et qu'il perd le défi, il est exécuté. La décision de Lucien ne prit aucun temps. J'invoquerai le right, dit-il. Je témoignerai que Thomas Voss m'a parlé de son mariage avant de mourir, qu'il m'a demandé de protéger sa femme et son enfant si quelque chose lui arrivait. Ce n'est pas techniquement un mensonge. Il m'a bien parlé avant la fin, bien qu'il n'ait jamais mentionné les détails. Je peux le faire fonctionner. Sienna posa le livre avec soin. Monseigneur, dit-elle, et sa voix portait un avertissement. Vous parieriez votre vie que nous pouvons prouver un mariage d'il y a 46 ans que quelqu'un a clairement essayé d'enterrer. Nous avons un certificat sans validation, un vampire mort dont les dossiers ont été effacés, et une réfugiée qui a rompu son vœu d'enseigner une langue interdite à sa petite fille. Si Thorne conteste votre témoignage et que nous ne pouvons pas le corroborer, vous mourrez. Et si Thomas Voss n'avait jamais existé, et si tout cela n'était qu'une fabrication? La question flotta dans l'air comme de la fumée, et Clara réalisa que tout, absolument tout, sa survie, l'honneur de Lucien et l'avenir d'une langue entière, reposait sur la preuve de l'existence d'un homme qui avait été si complètement effacé qu'il aurait tout aussi bien pu être un fantôme. Le sanctum s'élevait contre le ciel nocturne comme un monument à une foi oubliée, une cathédrale réaménagée dont les vitraux avaient été remplacés par des panneaux occultants qui maintenaient l'intérieur enveloppé d'une obscurité perpétuelle. Clara suivit Lucien à travers les portes massives, dans un espace qui sentait la cire de bougie et la vieille pierre, ses pas résonnant sur des sols en marbre usés par des siècles de passage. 13 chaises formaient un cercle au centre de la nef, chacune occupée par un vampire dont l'âge et le pouvoir pesaient sur sa conscience comme un poids physique. Aucune lumière électrique n'illuminait la chambre. Seulement des bougies positionnées à des intervalles qui projetaient des ombres se déplaçant de manière anormale, se tordant et s'étirant indépendamment des flammes qui leur donnaient naissance. Marcus Thorne était assis à la position ouest, sa posture détendue et confiante, tandis que Lucien prenait sa place juste en face, au pointe est. 10 seigneurs neutres occupèrent les espaces entre eux, leurs visages allant de curieux à hostiles, en passant par soigneusement vides. Clara se tenait dans le cercle central, positionnée là où les accusés se tiennent toujours, et essayait de ne pas penser au nombre de personnes qui s'étaient tenues à cet endroit exact avant d'être condamnées à mort. L'aîné du conseil présidait depuis la chaise nord, une femme si ancienne que sa peau était devenue fine comme du papier et translucide. Tendue sur des os qui semblaient trop délicats pour supporter même son poids léger. Les yeux de Dame Cassia étaient comme de l'eau noire, ne reflétant rien, ne révélant rien, voyant tout. Nous nous réunissons en vertu des accords nocturnes pour régler une affaire de loi du Covenant, annonça-t-elle, sa voix étonnamment forte pour quelqu'un qu'un grand vent aurait pu réduire en poussière. Le seigneur Draven a invoqué la protection pour cette femme en vertu des clauses de privilège conjugal. Le seigneur Thorne a déposé une contre-requête alléguant une violation du traité. Nous entendrons les deux arguments et rendrons un jugement conformément aux précédents établis. Marcus Thorne se leva avec une grâce fluide, jouant pour les seigneurs assemblés avec l'aisance exercée de quelqu'un habitué à commander l'attention. « Je n'ai aucune animosité envers la fille, commença-t-il, et son ton était raisonnable, presque sympathique. C'est une innocente prise dans des circonstances qui la dépassent, mais les accords sont clairs et sans ambiguïté.
Le Morvathian a été abandonné par accord mutuel en 1847. Sa survie, sa continuation dans les nouvelles générations, viole notre traité avec les autorités humaines qui nous ont accordé une existence légale et les droits dont nous jouissons maintenant. Il arpentait la pièce en parlant, établissant un contact visuel avec chaque seigneur neutre à tour de rôle. En 1847, nous étions au bord de l'extinction. Les gouvernements humains avaient découvert notre existence et préparaient des purges systématiques qui auraient mis fin à notre espèce pour toujours. Les accords ont été notre salut, une paix négociée dans laquelle nous avons accepté de supprimer les pratiques surnaturelles dangereuses en échange de la personnalité juridique et des droits de propriété. Le Morvathian a été classé comme dangereux parce qu'il pouvait contraindre à l'obéissance surnaturelle lorsqu'il était parlé par des mages entraînés, pouvait lier et contrôler ceux de notre espèce par rien de plus que des mots correctement prononcés. Nous l'avons abandonné non par honte, mais par nécessité, pour prouver que l'on pouvait nous faire confiance, pour nous polisser nous-mêmes. Thorne s'arrêta devant Clara, l'étudia avec ce qui aurait pu être un regret sincère. Si nous permettons cela, si nous permettons à la langue interdite de survivre et de prospérer, nous invitons les gouvernements humains à révoquer entièrement les accords. Tout ce que nous avons construit pendant près de 2 siècles, nos entreprises, notre légitimité et notre sécurité, tout cela repose sur le fondement de promesses tenues. Briser une promesse et toute la structure s'effondre. La fille doit être réduite au silence, non par cruauté, mais par impératif de survie. C'est regrettable, mais nécessaire. Plusieurs des seigneurs neutres hochèrent la tête, convaincus par une logique qui semblait inattaquable lorsqu'elle était livrée avec une telle conviction. Clara sentit ses chances de survie diminuer à chaque hochement de tête, à chaque murmure d'accord. Lucien se leva, et les bougies vacillèrent comme si elles répondaient à sa présence. « J'invoque le right du témoignage », déclara-t-il. Clara Voss est la petite-fille d'Ilsa Cadros, qui fut mariée à Thomas Voss en 1979. Thomas Voss était de la noblesse vampire, transformé et engendré par un membre de ce même conseil. Son mariage avec une locutrice du Covenant a accordé un privilège conjugal qui s'étend aux descendants. L'existence de Clara n'est pas une violation de traité, mais un héritage protégé, sanctionné par les lois que le seigneur Thorne prétend défendre. Dis... Dame Cassia se pencha en avant, ses yeux noirs fixés sur Lucien. Avez-vous une preuve de ce mariage? Une preuve attestée et validée par l'autorité du conseil? Mais... Lucien sortit le certificat de l'intérieur de son manteau, le papier craquant légèrement alors qu'il le dépliait. Cassia le prit avec des mains qui tremblaient minutieusement. Examina la calligraphie et les sceaux avec l'attention de quelqu'un qui avait vu des milliers de documents de ce type au cours de sa longue existence. Non signé, dit-elle sèchement. Sans validation de témoins du Conseil, ce n'est qu'un document privé sans valeur juridique en vertu des accords. Le sourire de Thorne était triomphant, à peine contenu. Clara sentit quelque chose se libérer en elle, une dernière retenue qui avait contenu les mots. Elle parla en Morvathian, formel et rituel, chaque syllabe précisément articulée comme sa grand-mère le lui avait appris. Ket maravel Ilsa Cadros, Marvel Thomas Voss, sur Ven anno dix 979. Je suis la fille d'Ilsa Cadros, mariée à Thomas Voss, née en l'an 1979. L'air lui-même vibra de la résonance de l'ancienne langue. Le pouvoir se propageant en ondes qui firent s'éteindre simultanément 3 des bougies. Chaque vampire dans le cercle se raidit, leur sens surnaturel répondant à quelque chose de fondamental dans la langue qui précédait leur existence individuelle. Dame Cassia se leva lentement, son expression transformée de la neutralité judiciaire à quelque chose approchant l'admiration. « La langue commande la vérité, dit-elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Morvathien était craint et interdit. Les mensonges ne peuvent être dits en haut Morvathian formel,
pas par les locuteurs natifs qui l'ont appris dans leur enfance. La langue elle-même rejette la fausseté. La fille croit ce qu'elle dit. Elle le croit avec une conviction absolue. La dynamique du pouvoir dans la pièce changea de manière perceptible. Deux des seigneurs neutres qui avaient hoché la tête en accord avec les arguments de Thorne se penchèrent maintenant légèrement du côté de Lucien, reconsidérant leur position. La croyance n'était pas une preuve au sens juridique, mais elle créait un doute, et le doute suffisait à empêcher une condamnation immédiate. Thorne se reprit rapidement, pivotant vers un nouvel axe d'attaque. « Alors où est Thomas Voss » demanda-t-il, écartant les mains dans un geste d'interrogation confuse. S'il était de la noblesse, s'il détenait un rang suffisant pour accorder un privilège conjugal, il y aurait des archives, des documents de naissance, des certificats d'engendrement, des titres de propriété. Pourtant, je ne trouve rien dans les archives sur un quelconque Thomas Voss. À moins que le mariage lui-même ne soit une fabrication, une invention désespérée d'une réfugiée essayant de se protéger. Il laissa l'implication planer dans l'air, venimeuse et efficace. Les portes à l'arrière du sanctum s'ouvrirent avec un fracas qui résonna dans l'espace voûté. Sienna entra, se déplaçant rapidement malgré le fait qu'elle portait une petite boîte en bois avec un soin évident. Elle était essoufflée, son calme habituellement parfait perturbé par l'urgence qui l'avait conduite. « Nous l'avons trouvée », annonça-t-elle. La boîte atterrit sur le sol au centre du cercle avec un bruit sourd. Sienna l'ouvrit et en retira 3 objets. Une chevalière portant un blason inconnu, une mèche de cheveux sombres attachée avec un ruban délavé et une unique photographie froissée et jaunie par le temps. La photographie montrait la grand-mère de Clara, jeune femme. Le visage sans rides et les yeux brillants, debout à côté d'un homme dans des vêtements qui criaient la mode des années 70. Au dos, d'une écriture soignée, quelqu'un avait écrit « Notre premier printemps, TV ». Clara prit la photographie avec des mains tremblantes, étudia l'image de sa grand-mère souriant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue de son vivant. L'homme à côté d'elle avait son bras autour de sa taille, protecteur et fier, mais quelque chose chez lui semblait anormal. Elle inclina la photo pour mieux capter la lumière des bougies et le vit. L'ombre de l'homme tombait sous un mauvais angle, trop nette et trop sombre pour la lumière diffuse du soleil visible en arrière-plan. « Il est déjà transformé ici », dit Clara, la prise de conscience la frappant comme un éclair. « Ceci a été pris après qu'il soit devenu un vampire. Regardez son ombre, comment elle ne correspond pas à la source de lumière. Il n'est plus entièrement physique. » Lucien inspira brusquement. S'il a été transformé avant le mariage, alors l'union nécessitait une ratification de sang. Un rituel de liaison attesté et sanctionné par une autorité surnaturelle. Il aurait été attesté par son sire, le vampire qui l'a transformé et qui était responsable de ses actions. Il regarda autour du cercle des seigneurs assemblés. Qui était le sire de Thomas Voss? Lequel d'entre vous l'a transformé et a supervisé son mariage? Le silence s'étira pendant 5 battements de cœur, 10, et Clara pensa que peut-être personne ne répondrait, que cette dernière pièce de preuve resterait à jamais hors de portée. Puis Dame Cassia sourit. Un sourire lent et satisfait, comme quelqu'un qui attendait ce moment précis depuis des décennies. « C'était moi », dit-elle, et les mots tombèrent dans la chambre comme des pierres dans une eau calme. La pièce se figea. Chaque vampire présent se tourna pour fixer Cassia, et Thorne devint pâle sous son bronzage soigneusement entretenu. Cassia continua d'une voix qui portait le poids d'une autorité absolue. « J'ai transformé Thomas Voss en 1977. C'était un érudit, un historien qui avait consacré sa vie humaine à l'étude de notre espèce. Quand il a découvert que notre existence était réelle plutôt que mythologique, il m'a supplié de lui accorder le don de l'immortalité pour qu'il puisse poursuivre ses recherches correctement. J'ai accédé à sa demande. 2 ans plus tard, il m'a amené une femme humaine qui parlait l'ancienne langue, qui portait le morvatien dans sa voix comme une musique que je pensais ne plus jamais entendre.
Il m'a supplié d'être témoin de leur union, de sanctifier un mariage entre la noblesse vampire et une locutrice du Covenant. Je l'ai fait. Je l'ai scellé de mon propre sang selon les anciens rites. Cassia se piqua le doigt, avec un de ses longs ongles, laissa une seule goutte de sang tomber sur le certificat de mariage non signé qui reposait toujours sur le sol. Là où le sang tomba, de l'encre invisible apparut, se répandant au bas du document en une écriture élégante qui avait été cachée pendant 46 ans. La signature de Cassia, son sceau, sa validation en tant que témoin et autorité du Conseil, préservée par une magie qui nécessitait son sang pour la révéler. L'argument soigneusement construit de Thorne s'effondra. Il se rallia avec une vitesse désespérée. Cela ne prouve rien sur l'enfant, insista-t-il. Thomas Voss a disparu en 1982. Il n'a jamais revendiqué d'héritier, n'a jamais enregistré de fille auprès du Conseil. Pour tout ce que nous savons, le mariage a pris fin et la femme s'est remariée, a eu des enfants d'un autre père. Il n'y a aucun lien documenté entre Clara et Thomas Voss. Parce qu'il a été assassiné, dit Clara, et les mots sortirent bruts et déchiquetés, lui écorchant la gorge en montant. Ma grand-mère m'a dit que des chasseurs l'avaient tué. Elle s'est enfuie, s'est cachée, ne m'a jamais dit qu'il était de la noblesse vampire, parce qu'elle pensait qu'il l'avait tué pour l'avoir épousé, pour avoir défié les familles qui voulaient que le Morvatian soit complètement effacé. Elle me protégeait d'un héritage qu'elle pensait mort avec lui. Les purges de 1982, dit Lucien doucement, les pièces se connectant avec une clarté terrible. Le grand-père de Thorne les a menés, prétendant qu'il débusquait les violateurs de traités qui refusaient d'abandonner les pratiques interdites. Mais il ne s'agissait jamais du traité. Il s'agissait d'éliminer quiconque était lié au Morvathian, de s'assurer que la langue mourait complètement. Il se tourna pour faire face directement à Thorne. Vous n'avez pas seulement essayé d'effacer la langue, vous avez traqué tous ceux qui y étaient liés. Thomas Voss, Ilsa. Et vous traquez Clara depuis le moment où vous l'avez entendue parler au gala. Vous avez divulgué son existence à votre peuple, envoyé des chasseurs pour la tuer avant qu'elle ne puisse atteindre la protection du Conseil. Il ne s'agissait jamais de préserver les accords. Il s'agissait de finir ce que votre famille a commencé. Le masque de Thorne glissa, la rage et quelque chose de plus laid traversant son visage avant qu'il ne reprenne le contrôle. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, dit-il, mais sa voix avait perdu sa douceur d'antan. Je n'ai pas besoin de preuves pour ce dont j'ai été témoin, dit Cassia, et son ton portait la finalité d'un jugement rendu. Thomas Voss est venu me voir avant de mourir. Il savait que les chasseurs se rapprochaient, savait que son temps était limité. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, son enfant devait être protégé. Il m'a fait jurer sur les anciens serments. J'ai donné ma parole. Le rite du témoignage est valide. Clara Voss a la protection du Covenant sous mon autorité directe en tant que sire de Thomas Voss et témoin de son mariage. Toute action contre elle est une action contre moi. Le pouvoir avait complètement basculé. Clara le sentit dans le soudain changement d'attention, la façon dont les seigneurs neutres regardaient maintenant Thorne avec suspicion plutôt qu'elle avec condamnation. Elle était légalement protégée, son droit d'exister validé par le membre le plus ancien du Conseil. Thorne ne pouvait pas la toucher sans défier Cassia elle-même, et personne ne défiait les anciens à la légère. Mais Thorne n'avait pas survécu aussi longtemps en acceptant la défaite avec grâce. Il se leva, ajusta son costume et porta son coup final. « Alors j'invoque le procès de nécessité », déclara-t-il. « Si les accords eux-mêmes sont en danger, les protections individuelles peuvent être annulées par un vote majoritaire du Conseil. La sécurité de toute notre espèce prime sur les droits de n'importe quel vampire ou de sa famille protégée. » Il sortit son téléphone, balaya l'écran jusqu'à un site d'information,
le tendit pour que tout le monde puisse voir le titre qui flamboyait sur l'écran. Déjà, dit. Langue secrète de vampire découverte. Le gouvernement exige une enquête. La communauté surnaturelle fait face à un examen juridique. Le visage de Lucien devint absolument immobile, alors que la compréhension s'abattait sur lui. Thorne avait divulgué l'histoire, avait délibérément exposé l'existence de Clara aux médias humains, forçant une crise qui faisait de sa survie continue un passif politique plutôt qu'une question juridique. Vous forcez le conseil à choisir, dit Lucien, et sa voix était de glace. Protéger Clara et risquer que les gouvernements humains révoquent les accords, ou la sacrifier pour maintenir le secret et la stabilité. Vous avez orchestré un scénario où la sauver menace tout le monde. Thorne sourit sans chaleur. Je protège notre espèce des conséquences de la sentimentalité. Les accords sont plus importants qu'une fille, plus importants qu'une langue morte, plus importants que la culpabilité du seigneur Draven pour des échecs survenus il y a des siècles. Si le Conseil a encore un peu de sagesse, ils le verront. Dame Cassia regarda Lucien, et quelque chose d'ancien et de triste passa dans ses yeux noirs. Le procès de nécessité se réunit dans 2 nuits, dit-elle. Préparez vos arguments. Apportez des preuves que l'existence continue de Clara Voss ne menace pas les accords ou notre relation avec les gouvernements humains. Il ne s'agit plus de lignée, de certificat de mariage ou de témoignage. Il s'agit de savoir si notre espèce a encore de l'honneur, ou si nous sommes devenus si concentrés sur la survie que nous avons oublié pourquoi nous survivons. La session se termina sans renvoi formel, les vampires se levant et partant par petits groupes qui se regroupaient selon leurs allégeances politiques. Clara se tenait dans le cercle central, se sentant comme si elle avait gagné une bataille pour découvrir que la guerre venait de s'intensifier au-delà de tout ce qu'elle pouvait comprendre, et quelque part dans le monde humain. Les salles de rédaction s'illuminaient avec une histoire qui pourrait détruire tout ce que les vampires avaient construit pendant près de 2 siècles de paix prudente. Le cycle des nouvelles du matin explosa avec une histoire qui avait tout ce dont les théoriciens du complot rêvaient: des sociétés secrètes, des langues anciennes et des images de téléphones granuleuses d'un gala de la haute société, montrant ce qui semblait être une confrontation surnaturelle. Clara était assise dans le bureau de Lucienne, se regardant sur plusieurs écrans alors que les présentateurs de nouvelles disséquaient la vidéo virale avec une excitation haletante. Le bandeau qui défilait sous son visage terrifié disait: Une langue ancienne déclenche un drame dans la communauté occulte. Les responsables gouvernementaux promettent une enquête. Les images avaient été capturées par le téléphone d'un invité, l'angle maladroit et tremblant, mais assez clair pour montrer Lucienne se tenant entre Clara et Marcus Thorne. Assez clair pour saisir le moment où Clara parla en morvathian et où quelque chose dans l'air lui-même sembla répondre. Les médias sociaux avaient fait le reste, amplifiant et déformant jusqu'à ce que l'histoire prenne des jambes et s'emballe. Les hashtags devinrent populaires. Les linguistes amateurs essayèrent d'identifier la langue. Les groupes marginaux prétendirent que c'était la preuve de tout, des anciens extraterrestres à la possession démoniaque. La vérité, comme toujours, était plus étrange que n'importe quelle fiction qu'ils pouvaient construire. Le téléphone de Lucien sonnait continuellement, chaque appel étant une autre pièce de son empire soigneusement construit qui s'effritait. Clara le regarda prendre les appels avec une tension croissante, regarda son expression devenir soigneusement vide alors que des partenaires commerciaux se retirèrent des contrats, que des investisseurs demandaient des explications qu'ils ne pouvaient pas fournir, que des décennies de capital relationnel brûlaient dans la tempête médiatique. Un sénateur dont Clara reconnaissait le nom des journaux télévisés annonça une enquête formelle sur les activités surnaturelles non enregistrées,
sa déclaration dégoulinant d'indignation morale qui dissimulait à peine le fait qu'il était sur la liste de paye de Thorne depuis des années. Ce n'était plus une affaire surnaturelle privée contenue dans la juridiction du Conseil. Les autorités humaines tournaient en rond, attirées par l'odeur du scandale et l'opportunité de paraître décisive face à l'inquiétude publique. Clara sentit la culpabilité s'installer sur elle comme un poids physique, écrasant et inéluctable. Je vous détruis, dit-elle lorsque Lucien posa enfin le téléphone. Tout ce que vous avez construit pendant des siècles, vos entreprises, votre réputation, votre position auprès du Conseil. Laissez-moi simplement partir. Faites-moi disparaître quelque part de reculé et dites-leur que je suis morte. Vous pouvez sauver la situation. Lucien la regarda avec des yeux qui avaient vu des empires tomber et comprit que certaines choses comptaient plus que la survie. Ils veulent que vous fuyiez, dit-il doucement. Cela prouve la culpabilité, valide chaque peur que Thorne a fabriquée. Dès que vous disparaissez, vous devenez le monstre de l'histoire, la créature dangereuse qui devait être éliminée pour la sécurité publique. Nous ne fuyons pas, nous nous battons. Sienna entra, portant un verre d'eau, le posa sur la table à côté de Clara sans commentaire. Clara le prit et but, l'acte simple portant un poids qu'il n'aurait pas eu quelques jours auparavant. Une confiance gagnée par le feu et le sang. L'eau était fraîche, pure, et avait le goût de la première chose honnête qu'elle avait vécue depuis le gala. Grégor apparut à l'embrasure de la porte, son expression habituellement calme, troublée. « Monseigneur, nous avons un problème. 3 membres du Conseil ont publié des déclarations publiques demandant que Mademoiselle Voss soit détenue pour interrogatoire en attendant le procès de nécessité. Les seigneurs Matheson, Chen et Volkov. Tous 3 ont reçu d'importants dons à leurs diverses fondations caritatives au cours des 48 dernières heures. Le timing suggère une coordination. » Clara n'eut pas besoin de Sienna pour lui expliquer que détenu pour interrogatoire était un code pour emprisonner, probablement dans une installation du Conseil où des accidents pouvaient se produire et où les témoins seraient commodément absents. Thorne déplaçait ses pièces sur l'échiquier avec une efficacité impitoyable, achetant des votes et fabriquant une pression publique qui rendrait l'élimination de Clara raisonnable, voire nécessaire. Le procès de nécessité se réunissait dans 48 heures. Lucien devait convaincre 6 des 13 votes du Conseil pour protéger Clara, et pour l'instant, le calcul semblait impossible. Même avec le soutien de Dame Cassia, ils étaient en infériorité numérique face à des seigneurs qui valorisaient la stabilité plus que l'honneur, qui sacrifieraient une fille pour préserver leur existence confortable. La session de stratégie dura des heures, Lucien, Sienna et Grégor élaborant des arguments et des contre-arguments, essayant de trouver un angle qui prouverait que l'existence de Clara ne menaçait pas les accords, tout en démontrant que la fuite médiatique de Thorne était le véritable danger. Ils avaient besoin de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui changerait le récit avant que Thorne ne puisse le contrer. Ils avaient besoin d'un miracle. Lucien passa un appel, parla brièvement à voix si basse que Clara ne put l'entendre, puis se leva. « Prenez votre manteau, » dit-il à Clara. « Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » Le docteur Marin Holt travaillait dans un entrepôt reconverti du quartier industriel, entouré de classeurs, de serveurs informatiques et de tableaux blancs couverts de diagrammes qui cartographiaient le droit des traités surnaturels sur 3 siècles. Elle avait la cinquantaine, les cheveux gris tirés en un chignon strict, portant des lunettes de lecture par-dessus lesquelles elle regardait avec un scepticisme non dissimulé lorsque Lucien expliqua ce dont il avait besoin. « Vous voulez que je soutienne qu'une langue de magie du sang ressuscité est sans danger, » dit-elle sèchement. « Que la langue capable de contraindre à l'obéissance surnaturelle par une syntaxe correctement construite
est en quelque sorte inoffensive dans la bouche de cette fille. Avez-vous perdu la tête, Draven? J'ai vu ce que le Morvathian peut faire entre de mauvaises mains. Ce n'est pas un artefact culturel, c'est une arme. Lucien resta patient. Nous avons besoin d'un témoignage d'expert selon lequel le Morvathian, tel que Clara le parle, est un artefact culturel et non une arme. Que le dialecte qu'elle a appris de sa grand-mère manque des composantes dangereuses qui ont rendu la langue sujette à la suppression. Qu'elle n'est pas plus menaçante que quelqu'un qui parle le latin mort ou le grec ancien. Marraine regarda Clara avec le regard évaluateur d'une chercheuse rencontrant un spécimen inattendu. Testons cette théorie. Le processus de recherche fut exhaustif et légèrement humiliant. Marraine enregistra Clara en train de parler, utilisa un logiciel d'analyse linguistique qui décomposait les phonèmes et les schémas syntaxiques, compara les résultats avec des textes historiques qui documentaient le Morvathian dans sa forme cérémonielle complète. Clara récita tout ce qu'elle savait. Les berceuses que sa grand-mère lui avait chantées, les salutations et les politesses, les prières pour les morts qui avaient été murmurées sur la tombe anonyme de sa grand-mère. Les heures passèrent en répétition et analyse jusqu'à ce que la gorge de Clara lui fasse mal et que sa tête lui fasse mal de concentration. Marraine s'adossa finalement, enleva ses lunettes et se frotta les yeux. Elle n'a pas la syntaxe pour les sorts de contrainte, annonça-t-elle. Le dialecte qu'elle parle est familier, domestique, dépouillé des constructions cérémonielles qui donnaient au Morvathian ses propriétés dangereuses. C'est comme la différence entre le latin d'église et le latin vulgaire parlé par le peuple. Même langue racine, application complètement différente. Elle parle un dialecte sûr. L'espoir traversa la poitrine de Clara, vif et douloureux. Cela pourrait marcher. Le témoignage d'experts d'une érudite respectée, habilitée à travailler sur les questions surnaturelles, pourrait influencer les membres neutres du Conseil, pourrait fournir une couverture à ceux qui cherchaient des raisons de voter contre le jeu de pouvoir de Thorne. Puis le téléphone de Marraine vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage devint blanc. La lettre arriva par coursier, papier cher et affranchissement anonyme. Marraine l'ouvrit avec des mains tremblantes et lut à haute voix. « Retirez votre témoignage ou votre fille paiera. » À l'intérieur se trouvait une photographie d'une fillette de 8 ans avec les yeux de Marraine, jouant dans une cour d'école, clairement prise à son insu. La menace était sans ambiguïté. Marraine resta silencieuse un long moment, la photo tremblante dans sa main. Puis elle la posa avec soin et regarda Lucien. « J'ai passé toute ma carrière à documenter ce que des personnes puissantes ont essayé d'effacer, dit-elle, et sa voix était ferme malgré la peur dans ses yeux. Des traités, des langues et des cultures que quelqu'un a décidé qu'il ne valait pas la peine d'être préservés. J'ai vu la connaissance disparaître parce que les gens avaient trop peur de la défendre. Je ne les laisserai pas vous effacer, Clara. Je ne les laisserai pas gagner en me rendant trop terrifiée pour dire la vérité. » Lucien assigna immédiatement 2 de ses gardes à la famille de Marraine, les envoya avec des instructions de maintenir une surveillance constante et d'éliminer toute menace avec une extrême préjudice. Le coût de la protection augmentait, mesuré en ressources, en personnel et en faveur qu'il devrait demander à des alliés de plus en plus réticents à s'associer à lui. Chaque choix avait un poids, des conséquences se propageant en ondes comme des pierres jetées dans une eau calme. Sienna travailla tard dans la nuit, essayant de déchiffrer des fichiers cryptés qu'elle avait trouvés sur le serveur de l'entreprise de Thorne. Le cryptage était sophistiqué, une protection de qualité militaire sur ce qui aurait dû être des données d'entreprise de routine. Les horodatages correspondaient aux dates originales de la purge des années 80, suggérant que les fichiers contenaient quelque chose que Thorne voulait désespérément cacher. Elle y parviendrait éventuellement, mais éventuellement pourrait être trop tard.
Clara trouva Lucien dans son bureau bien après minuit, fixant un portrait qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La femme sur le tableau portait une robe du 18e siècle, tout en tissu élaboré et en posture soignée, mais ses yeux contenaient une chaleur et une intelligence qui transcendaient la composition formelle. Qui était-elle? Demanda doucement Clara. Lucien ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix portait le poids d'un deuil qui n'avait jamais complètement guéri. Ma femme, Elena, elle parlait le Morvathian, pas le dialecte familier comme vous, mais la langue cérémonielle complète. Elle était une érudite, une mage, quelqu'un qui comprenait le pouvoir de la langue et l'utilisait pour protéger notre peuple. Le grand-père de Thorne l'a brûlée vive en 1784, prétendant qu'elle utilisait une magie interdite pour menacer les accords naissants. Il a fait d'elle un exemple. J'étais absent quand c'est arrivé. Je suis revenu pour ne trouver que des cendres. La douleur brute dans ses mots serra la poitrine de Clara. Je suis désolée, dit-elle, inadéquat, mais sincère. Il se détourna du portrait. Il ne s'agit pas de mon deuil. Il s'agit d'empêcher que la même chose ne vous arrive, de ne pas les laisser effacer un autre morceau de notre culture parce que la peur est plus facile que la compréhension. Le lendemain matin, Clara se promena dans les jardins du domaine avec Lucien pour la première fois depuis l'attaque des chasseurs, respirant l'air de la nuit qui sentait la pluie approcher et sentant l'herbe sous ses pieds au lieu du marbre ou de la moquette. La normalité de la situation semblait surréaliste compte tenu de tout ce qui se passait dans le monde extérieur. Elle posa la question qui montait en elle depuis qu'elle avait vu le portrait. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? À propos de votre femme, à propos de la raison pour laquelle cela compte tant pour vous personnellement. »« Parce qu'il ne s'agit pas de mon deuil, » répéta-t-il. « Il s'agit de votre vie, de votre droit d'exister sans vous excuser pour ce que vous êtes. » Si j'en faisais une question de ma perte, cela diminuerait votre lutte, ferait de vous un symbole au lieu d'une personne. Clara s'arrêta de marcher, se tourna pour lui faire face. Je pensais qu'apprendre la langue rendrait ma grand-mère fière, admit-elle. Je pensais que c'était honorer sa mémoire. Au lieu de cela, cela a fait tuer des gens. Des chasseurs sont morts en attaquant votre domaine. La fille de Maren est en danger. Vous perdez tout. Peut-être que Thorne a raison. Peut-être que certaines choses devraient rester enterrées. La langue n'est pas une arme, dit fermement Lucien. Ce que les gens en font, comment ils choisissent d'y répondre, c'est là que réside le danger. Thorne vous veut silencieuse, parce que le silence est le contrôle. S'il peut vous faire croire que votre existence est le problème, vous vous éliminerez vous-même, et il gagnera sans lever le petit doigt. Ne lui donnez pas ce pouvoir. La voix de Grégor crépita dans l'oreillette que Lucien portait constamment maintenant. « Monsieur, vous devez voir ça. Immédiatement. » La salle de sécurité affichait des images des caméras positionnées dans tout le domaine. Sienna avait isolé un clip d'il y a 2 nuits montrant l'un des gardes de Lucien rencontrant un homme dans l'ombre du jardin. De l'argent changea de main. Des documents furent échangés. Le visage du garde était clairement visible, un vampire nommé Henrik qui était au service de Lucien depuis 30 ans. La trahison avait un goût de cendre. Lucien fit détenir Henrik en quelques minutes, l'amena dans une pièce sécurisée où l'interrogatoire pouvait se dérouler sans interruption. Le garde craqua rapidement, sachant probablement que la résistance ne ferait que prolonger l'inévitable. « Thorne m'a payé pour poser des micros dans tout le domaine, » avoua Henrik. « Dans le bureau, les archives, même dans la chambre de Mademoiselle Voss. Il connaît votre stratégie pour le procès, chaque argument que vous prévoyez de faire, chaque pièce de preuve que vous avez rassemblée. Il a 3 coups d'avance depuis le début parce que je lui ai donné la carte. Moi, tout était compromis. Chaque conversation, chaque session de planification, chaque moment qu'ils avaient cru privé avait été surveillé et rapporté.
Thorne aurait des contre-arguments préparés pour chaque argument, saurait exactement comment saper le témoignage de Maren et exploiter toute faiblesse dans leur cas. Ils avaient une nuit pour élaborer une nouvelle stratégie que Thorne ne pourrait pas prédire, une nuit pour sauver toute chance de survivre au procès de nécessité. Clara se surprit en étant celle qui brisa le silence désespéré. « Et si nous ne combattions pas son récit, dit-elle lentement, développant l'idée en parlant. Et si nous l'utilisions? Tout le monde parle de la langue maintenant, se demandant si elle est dangereuse ou belle. Et si, au lieu de cacher ce que je peux faire, nous le mettions en valeur? Prouver que le Morvatyan est un trésor culturel qui vaut la peine d'être sauvé, quelque chose de beau que l'humanité perdrait si nous laissions la peur le détruire, faire en sorte que le public, humain et vampire, veuille le protéger. Lucien la fixa. Cela vous obligerait à parler publiquement, devant le conseil, les médias, tous ceux qui veulent votre mort. Vous vous feriez une cible de la manière la plus visible possible. Ma grand-mère s'est cachée pendant 50 ans, dit Clara, et sa voix était ferme. A vécu dans la peur, n'a jamais parlé sa langue maternelle sauf en chuchotant, et morte sans jamais être pleinement elle-même. J'en ai fini de me cacher. Si je dois mourir de toute façon, que ce soit en me battant plutôt qu'en me tairant. Ma reine arriva au domaine en moins d'1 heure, apportant des textes historiques et son analyse linguistique. Elle fit répéter à Clara un passage spécifique, un ancien poème morvatien sur la paix et la compréhension entre différents peuples. La langue était formelle sans être cérémonielle, belle sans être dangereuse. Clara le réciterait au procès, laisserait le conseil et le monde entier entendre le morvatien comme un art plutôt que comme une arme. Ils répétèrent jusqu'à ce que Clara puisse livrer le passage sans faille, jusqu'à ce que les mots coulent comme de la musique et portent un sens dans leur son autant que dans leur traduction. Sienna fit irruption dans le bureau à 3 heures du matin, son ordinateur portable serré contre sa poitrine et son visage blanc comme du papier. « Monseigneur, dit-elle à bout de souffle, j'ai déchiffré les fichiers cryptés de Thorne. » Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait l'écran vers Lucien. Ce sont des ordres d'exécution, datés de 1982, signés par Marcus Thorne lui-même. Il n'a pas seulement soutenu la purge, il l'a dirigée, a orchestré le meurtre systématique de tous les locuteurs connus du Morvatien et de leurs familles. Et d'après ceci, la liste des cibles incluait 5 membres du Conseil qui s'opposaient à la suppression de la langue. Thomas Voss n'était pas le seul membre du Conseil qui l'a assassiné. Il les a tous tués et a fait passer ça pour de la conformité à la purge. Il élimine l'opposition depuis 40 ans. Les implications s'abattirent sur eux comme une vague. Thorne n'avait pas seulement violé les accords. Il avait commis une trahison contre le Conseil lui-même, avait assassiné des seigneurs pour faire avancer la vendetta de sa famille contre une langue qu'il craignait. S'il pouvait le prouver, s'il pouvait présenter cette preuve au procès, cela le détruirait complètement. Mais cela forcerait également le Conseil à affronter sa propre complicité, sa volonté de fermer les yeux sur le meurtre, tant que cela maintenait une stabilité confortable. Le procès de nécessité ne concernait plus seulement la survie de Clara. Il s'agissait de savoir si le Conseil avait encore une quelconque intégrité ou s'ils étaient devenus si corrompus par la peur et l'intérêt personnel qu'ils protégeraient un meurtrier pour éviter des vérités dérangeantes. Clara regarda les ordres d'exécution sur l'écran, vit le nom de son grand-père parmi des dizaines d'autres et sentit quelque chose se cristalliser en elle. Demain, elle parlerait devant le monde, leur ferait entendre la langue que sa grand-mère était morte en protégeant, et elle ne silerait pas. Le sanctum était bondé au-delà de tout rassemblement auquel Clara avait assisté,
chaque membre du conseil présent sur sa chaise désignée, tandis que les sièges de la galerie débordaient de 200 vampires dont l'âge combiné totalisait des millénaires. À l'extérieur des lourdes portes de la cathédrale, les médias humains avaient installé du matériel pour diffuser l'audio en direct, conformément aux règles des accords, leur présence rappelant que ce procès se déroulait à l'intersection de deux mondes qui coexistaient difficilement depuis près de 2 siècles. L'atmosphère crépitait d'une tension presque électrique, les bougies brûlant comme elles l'avaient fait pendant des siècles, mais désormais rejointes par des flux de caméras sur des moniteurs muraux, le rituel de l'ancien monde entrant en collision avec la transparence du nouveau monde. Clara se tenait à nouveau dans le cercle central, mais cette fois, elle n'était pas seule dans sa peur. Elle pouvait sentir le poids de l'attention des humains et des vampires, pouvait sentir que ce qui se passerait dans les heures suivantes remodèlerait la paix fragile que les deux espèces avaient construite. Marcus Thorne se leva pour prononcer sa déclaration liminaire, et sa voix portait l'autorité exercée de quelqu'un qui avait passé des décennies dans des salles de conseil et des tribunaux à plier la réalité à sa volonté. Le monde humain est au bord de la panique, commença-t-il, faisant un geste vers les moniteurs affichant la couverture médiatique qui continuait d'obséder sur les images virales du gala. Les médias sociaux ont transformé cela en un cirque. Les responsables gouvernementaux exigent des réponses. Si nous abritons une locutrice de magie interdite, si nous sommes vus en train de protéger quelqu'un qui représente tout ce que les accords ont été conçus pour supprimer, les gouvernements nous déclareront comme des menaces. Des registres suivront, des camps d'internement, la guerre. Nous avons déjà vu ce schéma dans l'histoire humaine, et nous avons survécu en prouvant que l'on pouvait nous faire confiance pour nous policer nous-mêmes. Cette fille, aussi innocente que soient ses intentions, représente une menace existentielle pour cette confiance. 4 membres du conseil hochèrent la tête en accord avec sa logique, leurs expressions graves. Thorne était persuasif parce qu'il avait en partie raison. La tempête médiatique avait créé exactement le genre de panique qui pouvait défaire des décennies de travail diplomatique prudent. La peur était un puissant facteur de motivation, et Thorne la maniait comme un maître artisan. Lucien se leva à son tour, et son approche était différente. Il ne discuta pas de la sécurité, ni ne tenta de minimiser l'attention des médias. Au lieu de cela, il s'adressa directement à quelque chose de plus profond. « Nous avons signé les accords pour nous protéger, oui, dit-il doucement, mais aussi pour préserver notre culture sous le regard humain. Pour prouver que les êtres surnaturels pouvaient exister aux côtés de l'humanité sans renoncer à tout ce qui faisait de nous ce que nous sommes. Si nous effaçons notre propre langue, si nous détruisons la dernière locutrice vivante du Morvatien, parce que nous avons peur de la réaction humaine, nous faisons leur travail à leur place. Nous devenons les monstres qu'ils craignent, prêts à assassiner des innocents pour maintenir des mensonges confortables. » Le conseil se tut. Plusieurs seigneurs qui avaient hoché la tête en accord avec Thorne semblaient maintenant incertains, pris entre la peur pragmatique et une conscience inconfortable. Le Dr. Maren Holt fut appelée à présenter son témoignage, et elle s'approcha du cercle central avec une précision académique. Elle afficha son analyse linguistique sur les moniteurs, des graphiques et des décompositions de phonèmes, qui démontraient que le dialecte de Clara manquait des structures syntaxiques nécessaires à la magie de contrainte. Clara Voss parle une forme familière de Morvathian, expliqua ma reine, sa voix ferme bien qu'elle sût que la sécurité de sa fille dépendait de sa capacité à être convaincante. Les applications cérémonielles dangereuses nécessitent des constructions grammaticales spécifiques qu'elles ne possèdent tout simplement pas. Ce qu'elle parle est fonctionnellement inerte en tant que magie, une curiosité historique pas différente de quelqu'un parlant le latin d'Église ou le grec ancien. Cela préserve la mémoire culturelle sans présenter de menaces surnaturelles. Le contre-interrogatoire de Thorne fut vif. Mais pourrait-elle apprendre les formes dangereuses?
Quelqu'un pourrait-il lui enseigner les constructions cérémonielles qui transformeraient son discours en magie de contrainte? Maren n'hésita pas. N'importe qui pourrait-il apprendre n'importe quelle langue? Oui. Nous parlons d'éducation et d'intention, pas de danger inhérent. Devrions-nous interdire toute éducation linguistique parce que quelqu'un pourrait abuser de la connaissance? Devrions-nous supprimer les mathématiques parce qu'elles peuvent être utilisées pour construire des armes? L'argument est absurde. Le vote commença à se diviser visiblement. 6 membres du Conseil penchaient pour la protection, convaincus par le témoignage de Marraine et l'appel à l'honneur de Lucien. 6 penchaient pour l'élimination, convaincus par la peur pragmatique de Thorne. Dame Cassia détenait le vote décisif, son visage ancien illisible alors qu'elle considérait les 2 arguments. Avant qu'elle ne puisse parler, Sienna s'avança de sa position contre le mur. Le Conseil doit entendre de nouvelles preuves, annonça-t-elle, sa voix tranchant à travers les délibérations murmurées. Thorne se leva immédiatement. C'est irrégulier. La phase des témoignages est terminée. Vous ne pouvez pas introduire de nouvelles preuves sans procédure appropriée et notification préalable. Dame Cassia étudia Sienna un long moment. Parlez, dit-elle simplement. Sienna activa son ordinateur portable et les fichiers déchiffrés apparurent sur chaque moniteur de la chambre, du texte et des documents numérisés qui avaient été enterrés pendant 4 décennies. Des ordres d'exécution datés entre 1980 et 1985, chacun méticuleusement détaillé avec des noms, des lieux et des méthodes d'exécution. Le nom de Thomas Voss apparaissait aux côtés de 3 autres membres du Conseil qui avaient disparu pendant les années de la Purge, des morts qui avaient été attribuées à la violence de la Purge mais jamais correctement enquêtées. Marcus Thorne n'a pas seulement appliqué la Purge, dit Sienna, sa voix résonnant clairement. Il l'a utilisée pour assassiner des rivaux politiques. 5 membres du Conseil qui s'opposaient à la suppression de la langue sont tous morts en l'espace de 5 ans, toutes des morts imputées à des chasseurs externes de la Purge, alors qu'en fait, Thorne a orchestré les meurtres lui-même. Il a violé les accords qu'il prétend protéger. Il a commis une trahison contre ce Conseil. La chambre éclata en chaos. Les vampires dans la galerie criaient des questions et des accusations, tandis que les membres du Conseil se tournaient pour fixer Thorne avec des expressions allant du choc à une horreur naissante. Le calme soigneusement entretenu de Thorne se fissura. « Ces fichiers sont des faux », déclara-t-il en montrant les moniteurs. « La manipulation numérique est triviale à notre époque. C'est une tentative désespérée de Draven pour détourner l'attention du vrai problème. » « Ils sont signés avec le sceau de sang de votre famille, » rétorqua Sienna. « Nous avons fait vérifier l'authenticité par un mage. La magie du sang ne ment pas, Seigneur Thorne. Ce sont vos ordres, de votre main, scellés avec un pouvoir qui porte votre signature unique. » La salle se retourna. Même les alliés de Thorne se tortillèrent de mal à l'aise sur leur siège, soudainement peu disposés à croiser son regard. Un sceau de sang ne pouvait pas être falsifié, ne pouvait être manipulé par aucune technologie numérique. Si la vérification du mage était légitime, alors Thorne venait d'être démasqué comme un meurtrier qui avait passé 40 ans à se cacher derrière les lois mêmes qu'il avait violées. Thorne se leva, le désespoir le rendant imprudent. « C'est une diversion », cria-t-il en désignant Clara. « La fille est toujours une violation des accords, indépendamment de mes prétendues actions passées. Vous laissez le sentiment obscurcir votre jugement. » Clara se leva sans qu'on lui ait donné la permission de parler. Elle était restée silencieuse pendant des heures de débat, écoutant les gens discuter de son sort comme si elle était un objet plutôt qu'une personne. Maintenant, elle entra pleinement dans le cercle central et commença à parler en morvatian, les mots du poème que Marraine lui avait enseigné coulant avec l'accent parfait que sa grand-mère lui avait inculqué depuis son enfance. Le poème parlait de paix entre différents peuples, d'honorer les morts en se souvenant plutôt qu'en effaçant, de langues étant des ponts qui reliaient le passé au présent au lieu d'armes qui divisaient.
Sa voix porta à travers le sanctum avec une résonance inattendue, chaque syllabe semblant flotter dans l'air et s'harmoniser avec elle-même. La chambre elle-même répondit, les pierres anciennes bourdonnant en vibrations sympathiques à une langue qu'elle n'avait pas entendue depuis des siècles. Un membre du conseil, un vampire si vieux que son visage était devenu translucide avec l'âge, se mit à pleurer silencieusement. D'autres fermèrent les yeux et Clara pouvait voir des souvenirs se mouvoir derrière leurs paupières, des fantômes de temps où le Morvatian avait été la langue commune de leur espèce, plutôt qu'un savoir interdit. Quand elle eut terminé, le silence sembla sacré. Personne ne bougea ni ne parla jusqu'à ce que Dame Cassia brise l'immobilité. « Je n'ai pas entendu ce poème depuis 200 ans, dit-elle doucement. Ma mère me le chantait quand j'étais nouvellement transformée, quand le monde avait encore un sens et que notre peuple n'avait pas encore appris à craindre sa propre histoire. Le changement émotionnel était palpable. La langue n'était pas une menace à éliminer. C'était un fantôme que tous avaient fui, un morceau de leur passé collectif qu'ils avaient essayé d'enterrer parce que ce souvenir faisait trop mal. Clara leur avait fait entendre non pas comme de la magie ou un danger, mais comme de l'art, de la culture, comme quelque chose de beau qu'ils avaient perdu. Le vote ne fut même pas serré. 9 membres du Conseil votèrent pour maintenir la protection de Clara en vertu du rite du témoignage et de l'autorité de Cassia. 3 s'abstinrent. Les alliés restants de Thorne ne voulant pas le soutenir mais étant trop compromis politiquement pour voter contre. Thorne se retrouva seul, sa base de pouvoir s'effondrant alors que les preuves de ses crimes s'installaient sur la chambre comme des cendres. Mais il n'avait pas fini. « Si le Conseil n'agit pas, dit-il, sa voix tendue de rage à peine contenue, alors je le ferai. Par droit de défi de sang, je demande satisfaction pour l'insulte à l'honneur de ma famille. Lucien Draven a dissimulé des preuves de mes prétendus crimes, a utilisé ce forum pour calomnier mon nom et détruire ma réputation. Je l'appelle dans le cercle de duel. » Lucien comprit instantanément. Thorne forçait le combat singulier, invoquant des protocoles anciens qui précédaient les accords eux-mêmes. Si Lucien refusait le défi, il serait exilé du Conseil et ses territoires confisqués. S'il acceptait, l'un d'eux mourrait. Il n'y avait pas de juste milieu, pas de compromis ou de négociation. Les accords étaient rigides sur ce point. Un défi de sang déclaré devant le Conseil plénier ne pouvait être retiré par aucune des parties. La voix de Dame Cassia portait le poids des siècles. Le défi est reconnu en vertu de l'article 5 des accords fondateurs. Vous vous rencontrerez au lever de la lune demain sur un terrain neutre désigné par ce conseil. Combat singulier. Premier sang jusqu'à l'incapacité ou la mort. Aucune interférence d'alliés ou de second. Que votre honneur guide vos lames. La session se termina sans autre cérémonie. Clara se retrouva de retour au domaine de Lucien dans un flou de mouvements et de confusion. Son esprit encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Elle erra dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle le trouve dans l'armurerie, une pièce dont elle ignorait l'existence, entourée d'armes allant des épées médiévales aux armes à feu modernes. Il examinait des lames avec l'attention minutieuse de quelqu'un dont la vie dépendrait du bon choix. « Pouvez-vous le battre ?» demanda Clara depuis le seuil. Lucien leva les yeux, envisagea de mentir, puis décida qu'elle méritait l'honnêteté. « Je ne sais pas. Il est plus jeune, transformé à une époque où l'entraînement au combat était plus sophistiqué. Il est plus rapide que moi en vitesse pure. Mais je suis plus en colère, et la colère peut compenser de nombreux désavantages si on la canalise correctement. » Clara entra dans la pièce, naviguant entre les râteliers d'armes. « Pourquoi faites-vous cela? Vous auriez pu m'exiler à n'importe quel moment. Vous lavez les mains de toute cette situation et préservez tout ce que vous avez construit. » Lucien posa l'épée qu'il examinait. « Parce qu'il y a 300 ans, je suis resté sans rien faire pendant qu'il brûlait ma femme. J'avais le pouvoir d'intervenir,
l'autorité de la protéger, et j'avais trop peur des conséquences politiques. J'ai été un lâche au moment le plus important. Je ne ferai pas cette erreur 2 fois. Il ne s'agit pas de moi, dit Clara doucement. Il s'agit de votre culpabilité. Vous essayez de vous racheter pour quelque chose qui s'est passé il y a des siècles en mourant pour une étrangère. Lucien marqua une pause, croisa son regard. Peut-être, admit-il. Est-ce que ça a de l'importance? Les motivations derrière l'honneur ne changent pas si l'action elle-même est juste. Ce qui importe, c'est que vous surviviez, dit Clara, et elle se rapprocha sans vraiment le vouloir. Ce qui importe, c'est que vous ne jetiez pas votre vie pour des gestes symboliques. Elle tendit la main et toucha la sienne là où elle reposait sur la table d'armes. Le contact fut électrique, la première véritable connexion entre eux qui n'était pas celle d'un protecteur et d'une pétitionnaire, mais de 2 personnes qui avaient toutes deux trop perdu et qui essayaient désespérément de ne pas perdre plus. La confession de Lucien vint doucement. Si je tombe demain, Cassia honorera votre protection. Vous serez en sécurité. Le vote du Conseil l'a établi. Quoi qu'il m'arrive, vous survivez. Je ne veux pas être en sécurité au prix de votre vie, dit Clara, et les mots sortirent plus intenses qu'elle ne l'avait prévu. J'en ai assez des gens qui meurent pour me protéger. D'abord ma grand-mère, maintenant vous. Quand est-ce que ça s'arrête? Ils étaient proches maintenant, trop proches, l'espace entre eux chargé de tout ce qui n'était pas dit. Puis le coup de Sienna à la porte interrompit l'instant. Monseigneur, les gens de Thorn sont là pour l'inspection du terrain neutre. Protocole pour le duel. La préparation qui suivit sembla surréaliste. Grégor vérifia les protections et s'assura que le terrain de duel respectait les spécifications des accords. Maren arriva pour informer Clara de ce à quoi s'attendre, de la progression probable d'un combat de vampires et des interventions autorisées ou interdites. Sienna aiguisa des lames avec une précision méthodique. Son visage sans expression, mais ses mains se déplaçant avec la violence contrôlée de quelqu'un qui se prépare à la guerre. Clara trouva la photographie de ses grands-parents, rangée dans ses affaires, l'image d'Ilsa et de Thomas souriant ensemble lors de leur premier printemps. Elle la glissa dans sa poche, un talisman contre les ténèbres. Sa propre armure contre ce qui allait suivre. Lucien la trouva sur la terrasse à l'approche du lever de la lune, le ciel s'assombrissant déjà vers le bleu profond qui précédait la nuit. « Si je gagne, demanda-t-il doucement, que ferez-vous? Vous ne pouvez pas retourner servir des tables. L'ancienne vie a disparu, peu importe comment cela se termine. » Enseigner, dit Clara sans hésitation. Quelqu'un devrait apprendre le Morvathian de la bonne manière. Pas comme une arme ou quelque chose à craindre, mais comme un don, un lien avec l'histoire et la culture qui mérite de survivre. Si le Conseil le permet, si je survis à ce pétrin, c'est ce que je veux faire. Lucien sourit, un sourire rare et sincère, une expression qui transforma ses traits d'austère à presque chaleureux. « Alors je gagnerai, » dit-il simplement. La conviction dans sa voix le faisait sonner comme une promesse plutôt qu'un espoir. Le ciel s'assombrit complètement et la lune se leva, pâle et pleine au-dessus du domaine. Quelque part dans la ville, Thorn se préparait à la même confrontation. Demain, l'un d'eux mourrait et l'autre porterait le poids de la survie. Clara regarda Lucien se diriger vers la voiture qui l'attendait pour l'emmener au terrain de duel et sentit son cœur se serrer d'une peur qu'elle ne pouvait nommer, pour un homme qu'elle connaissait à peine mais qui était devenu essentiel de manière qu'elle commençait seulement à comprendre. L'opéra abandonné s'élevait du quartier industriel comme un monument à une grandeur oubliée,
sa façade s'effritant mais toujours magnifique, comme seuls les bâtiments vraiment anciens peuvent l'être. La scène circulaire en son centre avait été débarrassée des débris, marquée d'un cercle de sel qui brillait faiblement à la lueur des bougies positionnées sur le périmètre. Des témoins remplissaient les balcons au-dessus, les membres du conseil occupant les loges, tandis que les responsables humains et les représentants des médias se pressaient dans les gradins supérieurs avec des caméras qui diffuseraient cette confrontation à un monde entier. Les règles avaient été établies avec une précision cérémonielle. Le premier à céder ou le premier à mourir. Aucune interférence extérieure autorisée sous peine d'exil, armes limitées aux seules lames, car les armes à feu étaient considérées comme déshonorantes en combat formel. Marcus Thorne entra le premier, se déplaçant avec la confiance théâtrale de quelqu'un qui avait orchestré ce moment pour un avantage maximal. Il portait un équipement de combat noir qui semblait cher et professionnellement taillé, tenait deux épées courtes jumelles qui captaient la lumière alors qu'il les faisait tournoyer dans une démonstration ostentatoire destinée à intimider. Il jouait pour la foule, saluant ses partisans dans les balcons par de petits gestes qui suggéraient que c'était autant une performance qu'un combat. Lucien entra discrètement, sa concentration absolue et non distraite par le spectacle. Il portait une seule longue épée, la lame sombre de vieillesse et gravée de symboles qui précédaient les accords de plusieurs siècles. Clara la reconnut du portrait dans son bureau comme l'arme de sa femme, conservée toutes ces années en souvenir et maintenant tirée en son honneur. Dame Cassia descendit sur la scène avec la lente dignité de l'extrême vieillesse, se positionna à l'extérieur du cercle de sel et traça une ligne reliant les extrémités du cercle. Commencez lorsque la cloche sonnera, annonça-t-elle, et sa voix porta jusqu'au moindre recoin de l'opéra malgré sa douceur. La cloche sonna, profonde et résonnante, et ils commencèrent à tourner en cercle. Thorne bougea le premier, testant les défenses de Lucien avec des feintes rapides qui ne s'engageaient pas dans de véritables attaques. « Tu te bats pour une langue morte et un amour mort, » dit-il, son ton conversationnel malgré le contexte mortel. « Laisse tomber Draven. Helena n'est que cendre depuis 2 siècles. La fille oubliera les mots de sa grand-mère en une génération. C'est de la nostalgie inutile. » Lucien ne répondit pas, conservant son énergie et observant le jeu de jambes de Thorne pour y déceler des schémas. Le premier véritable affrontement eut lieu sans avertissement, Thorne passant de la feinte à une attaque authentique si fluidement que Clara vit à peine le changement. L'acier rencontra l'acier avec un son de verre brisé, des étincelles jaillissant là où les lames se connectaient. Thorne était plus rapide, ses mouvements un flou qui portait 3 coups pour chaque contre de Lucien. Lucien céda du terrain régulièrement, reculant vers le bord du cercle tout en bloquant des attaques qui venaient d'angles qui auraient dû être impossibles. Le sang apparut d'abord sur l'épaule de Lucien, où la lame de Thorne trouva une faille dans sa défense, coupant à travers le tissu et la chair d'un seul mouvement précis. Clara tressaillit dans la galerie, s'agrippant à la balustrade assez fort pour que ses jointures blanchissent. La blessure n'était pas profonde, mais elle était délibérée, Thorne démontrant une vitesse et une habileté supérieures avec une clarté chirurgicale. Mais Lucien s'adapta. Il cessa d'essayer d'égaler la vitesse de Thorne et utilisa plutôt son expérience, lisant les attaques 3 coups à l'avance et se positionnant là où l'élan de Thorne l'entraînerait dans des positions vulnérables. Lorsque Thorne se découvrit lors d'une fente particulièrement agressive, Lucien fit un pas de côté et abattit son épée sur la lame de Thorne avec assez de force pour l'envoyer déraper sur la scène, le métal résonnant contre le bois alors qu'elle tournoyait hors de portée. Le combat devint immédiatement corps à corps, les 2 vampires se déplaçant à une vitesse inhumaine alors qu'ils s'écrasaient à travers de vieux décors laissés de l'époque fonctionnelle de l'opéra. La poussière et les éclats remplirent l'air. Thorne se plaça derrière Lucien,
passa un bras autour de sa gorge dans une prise d'étranglement qui aurait tué un humain en quelques secondes. Cède, siffla Thorne directement à l'oreille de Lucien. Tu as perdu. Sauve ta vie et accepte l'exil. La vision de Lucien commença à se rétrécir, des taches noires apparaissant sur les bords, alors que la privation d'oxygène commençait à paralyser même sa physiologie surnaturelle. Il pouvait céder, pouvait sauver sa vie et perdre tout le reste, pouvait laisser Clara survivre sous la protection de Cassia pendant qu'il disparaissait dans un coin reculé du monde où son échec ne pourrait pas le hanter. La voix de Clara traversa l'obscurité descendante. Elle cria en Morvathian, les mots résonnant clairement malgré sa peur. Methkora, n'abandonne pas. Lucienne l'entendit. Quelque chose dans l'ancienne langue contourna son esprit conscient et alla directement à ce noyau de lui-même qui avait survécu à 3 siècles de pertes et de compromis. La force déferla dans des muscles qui avaient été défaillants, l'adrénaline, la rage et le refus de plier se combinant en une force qui lui permit de repousser Thorne avec une violence explosive. Il plongea pour l'épée tombée, ses doigts se refermant sur la poignée alors que Thorne se précipitait sur lui par derrière. L'échange final se produisit dans l'espace d'un battement de cœur. Thorne chargea avec l'élan de quelqu'un certain de la victoire. Lucien se retourna et fit un pas de côté, laissant la propre vitesse de Thorne l'empaler sur la lame. Un coup net à travers la poitrine, incliné vers le haut pour percer le cœur. Pas d'argent, donc ce ne serait pas instantanément fatal, mais suffisant. Thorne tomba, haletant, le sang s'étalant sur le sol de la scène dans une flaque qui reflétait la lumière des bougies comme un miroir noir. « Tu n'as pas gagné », réussit-il à dire, chaque mot lui coûtant un effort visible. « Les humains viendront pour toi, pour nous tous. Ils verront cette violence et se souviendront pourquoi ils craignaient notre espèce. Tout s'effondre maintenant. »« Laissez-les venir, » dit Lucien doucement. « Nous les affronterons avec notre honneur intact, avec notre culture préservée. Cela vaut plus que les mensonges confortables sur lesquels tu as bâti ton empire. » Thorne essaya de répondre, mais se dissolut en cendres avant que les mots ne puissent se former, la biologie vampire le réclamant selon les traditions qui régissaient leur espèce. Les cendres se dispersèrent sur la scène en motifs qui semblaient presque délibérés, puis s'évanouirent. Les témoins du conseil se levèrent en signe de reconnaissance silencieuse. Lucien avait gagné par droit de combat, sa position justifiée et les crimes de Thorne confirmés par une épreuve par le feu. Mais le coup fut immédiatement apparent. Lucien s'effondra, l'adrénaline qu'il avait soutenue pendant le combat s'évanouissant pour ne laisser que la perte de sang et l'épuisement. Clara bougeait avant même d'y penser, se précipitant de la galerie et traversant la scène jusqu'à l'endroit où il était tombé. Sa blessure à l'épaule était pire qu'elle n'en avait l'air, et elle pouvait voir des traces d'argent le long de la coupure de la lame. Thorne avait empoisonné son arme, une dernière violation des règles du combat, qui n'avait plus d'importance car les morts n'affrontent aucune conséquence. 3 jours passèrent dans un flou d'inquiétude et de convalescence. Les vampires pouvaient se régénérer de presque tout avec le temps, mais l'empoisonnement à l'argent ralentissait considérablement le processus. Lucien passa ses jours entre conscience et inconscience pendant que sa physiologie surnaturelle luttait pour purger la toxine et réparer les dégâts. Clara resta à son chevet, lui lisant en morvatian des contes pour enfants que sa grand-mère lui avait appris, remplissant la pièce de la langue pour laquelle il s'était battu. Quand il se réveilla enfin correctement, les yeux clairs et concentrés, sa première question fut simple. « Pourquoi êtes-vous encore là? » « Parce que quelqu'un doit s'assurer que vous ne faites rien de stupide, » répondit Clara, mettant de côté le livre qu'elle lisait. « Comme combattre d'anciens vampires dans des duels à mort. Vous avez une habitude préoccupante de sacrifice de soi. » Lucien sourit presque, l'expression encore peu familière sur des traits plus habitués à la sévérité. « J'ai gagné, » fit-il remarquer. « Ça compte à peine quand on s'effondre immédiatement après, » rétorqua Clara. Très dramatique mais pas particulièrement rassurant.
Ils trouvaient un équilibre, un partenariat construit sur un traumatisme partagé et un respect mutuel qui ne s'était pas encore transformé en romance, mais en avait le potentiel. Pour l'instant, il suffisait de s'asseoir ensemble et de parler dans la langue qui les avait réunis, de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres et du vieux chagrin. Le monde extérieur avait avancé avec une rapidité surprenante. La tempête médiatique s'apaisa une fois que les gouvernements humains publièrent une déclaration déclarant l'affaire interne à la communauté des vampires et affirmant leur respect pour la juridiction des accords. Apparemment, voir Thorne mourir en combat diffusé en direct avait satisfait la soif de sang du public et son désir de résolution. Les théoriciens du complot passèrent à d'autres obsessions. La vie normale se réaffirma avec la résilience qui caractérisait la société humaine. Sienna apportait des rapports lors de ses visites quotidiennes. Les biens considérables de Thorne étaient répartis entre les familles des survivants de la Purge en guise de réparation pour les crimes commis sur 4 décennies. Clara avait droit à une part substantielle en tant qu'héritière de Thomas Voss, de l'argent qui pourrait la mettre à l'aise pour la vie. Elle en fit immédiatement don de la majeure partie pour financer un projet de préservation de la langue morvathiane, ne gardant que de quoi vivre pendant qu'elle réfléchissait à la suite. Le Dr. Maren Holt publia son analyse linguistique dans une revue académique qui suscita un intérêt inattendu. 3 universités la contactèrent en une semaine pour proposer des cours de Morvathian, le traitant comme une langue historique digne d'être étudiée comme le latin ou le grec ancien. La langue était sauvée non pas en la cachant, mais en l'exposant, en faisant voir aux gens sa valeur en tant que trésor culturel plutôt que comme une menace surnaturelle. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire, dit Lucien lorsque Clara lui parla de l'intérêt des universités. J'ai passé 3 siècles à essayer de préserver le Morvathian par le secret et la protection. Vous l'avez sauvé en leur donnant envie de se souvenir. J'ai eu de l'aide, souligna Clara. Vous avez failli mourir en fournissant cette aide. Lucien écarta la distinction. La méthode importe moins que le résultat. Elle lui parla de son projet d'enseigner, de commencer modestement avec des cours du soir et de se développer à mesure que l'intérêt grandissait. Il offrit sa bibliothèque comme ressource, des milliers de livres, y compris des textes en Morvathian qui n'avaient pas été lus depuis des générations. Il construisait quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été perdu, un avenir qui honorait le passé sans y être emprisonné. L'histoire avait commencé avec Clara humiliée lors d'un gala, moquée pour un accent qui la marquait comme différente, et donc inférieure. Elle se dirigeait vers sa conclusion avec son invitation à parler lors d'un événement culturel du Conseil, honoré plutôt que caché, son savoir reconnu comme précieux plutôt que dangereux. L'inversion était complète. 6 mois plus tard, Clara se tenait devant une petite salle de classe le soir, 10 étudiants disposés en demi-cercle face à elle. La classe était mixte, 5 humains et 5 vampires, tout cela volontairement pour apprendre une langue qui avait failli être effacée de l'existence. Elle écrivit une phrase au tableau d'une écriture soignée. Les mêmes mots qu'elle avait accidentellement prononcés au gala et qui avaient déclenché toute cette chaîne d'événements. Kethvara, dit-elle à voix haute. Je ne suis personne. C'est ce que j'ai dit quand j'avais peur, quand on m'avait appris toute ma vie que parler cette langue faisait de moi une cible. Mais la salutation correcte est en fait Kethmara. Je suis quelqu'un. La différence est petite mais essentielle. Nes, ce. Les étudiants répétèrent la phrase, leurs accents terribles, mais leur effort sincère. La langue vivait dans leur bouche, imparfaite mais réelle, se propageant dans une génération qui la connaîtrait comme un art et une histoire plutôt que comme une magie interdite. Lucien apparut à l'embrasure de la porte à mi-parcours de la leçon, observant silencieusement avec une expression que Clara avait appris à lire comme de la fierté. Après le cours,
Ils se promenèrent ensemble dans les jardins du domaine, la première neige de l'hiver tombant en flocons doux qui se prenaient dans les cheveux de Clara. Pensez-vous que c'est fini? Demanda Clara, regardant son souffle se transformer en brume dans l'air froid. Les combats, la peur et les gens qui essaient d'effacer ce que nous construisons? Lucien considéra la question avec son honnêteté caractéristique. Non, il y en a d'autres comme Thorne, des gens qui croient que les anciennes coutumes sont trop dangereuses pour être préservées, ou qui profitent du fait de maintenir notre espèce diminuée et contrôlée. Mais maintenant, nous avons quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Un but au-delà de la simple survie. Une lettre était arrivée cet après-midi-là, livrée par des canaux qui suggéraient que l'expéditeur savait naviguer dans les réseaux de communication surnaturels. Elle était postée d'Europe de l'Est sans adresse de retour, écrite entièrement en écriture morvathiane qui fit battre le cœur de Clara lorsqu'elle la traduisit. Quetzal rem, disait-elle. Nous sommes le reste. Morten qui va. D'autres survivent. Il y a d'autres locuteurs, dit Clara, tenant la lettre avec des mains tremblantes. Cachée comme ma grand-mère l'était, attendant de voir s'il est sûr de sortir. Des gens qui ont gardé la langue vivante en secret. Alors nous les trouverons, dit simplement Lucien. Nous les rassemblerons. Construirons une communauté de locuteurs qui pourront s'enseigner et apprendre les uns des autres. La langue n'a plus à être un fardeau solitaire. Clara tenait la lettre tandis que la main de Lucien se posait sur son épaule, chaude malgré le froid, l'ancrant. Derrière eux, la salle de classe éclairée représentait ce qu'ils avaient déjà construit, la preuve que la résurrection était possible. Devant eux s'étendait une forêt sombre, la nuit d'hiver et les défis qui viendraient avec le fait de se révéler à d'autres survivants qui avaient appris la prudence par le traumatisme. La langue n'est pas morte, dit doucement Clara, prononçant la vérité dans la neige qui tombait. Et nous non plus. L'histoire pourrait continuer à partir de là, en trouvant le reste, en construisant une nouvelle cour et en affrontant des ennemis anciens et nouveaux. Mais ce chapitre se terminait sur l'espoir et un but, avec deux personnes qui avaient tout perdu, trouvant quelque chose qui valait la peine d'être préservé dans les cendres de ce qui avait été détruit. Ils se retournèrent ensemble vers la maison, laissant des empreintes dans la neige fraîche qui serait recouverte au matin, mais qui marquaient leur passage à ce moment, preuve de survie et de la détermination à continuer d'avancer.